Grand A. Alors, on est au grand A, mais ça fait partie du grand 2. Donc, le Big Bang du prématuré, deux points, les catégories existentielles de la connaissance. Le pour soi, l'opération survie. Donc, il y a un passage, et après, donc, il y a le grand A, l'organico-affectif, de l'angoisse au rythme. Petit 1, le prématuré, réalité synthétique du naturel et de l'originel. À sa naissance, le prématuré survit. Il naît à la survie et de la survie. Ces formulations paradoxales permettent de sauver toute l'ambiguïté de cette nature. C'est qu'il arrive avant terme, avant maturation, avant toute fonctionnalité. Autre paradoxe, le prématuré va exister sans disposer des moyens d'existence, de sa subsistance. Il est donc deux fois en moins, doublement handicapé, à tel point qu'on a pu juger sa situation comparable à celle d'une personne handicapée. En pire même, survivance d'une survivance. Le prématuré va devenir, se développer pour accéder à la maturation. Ce sera à partir de son double handicap un montage synthétique de lui-même. Alors il pourra en venir à la synthèse de l'originel et du naturel. Il atteint son essence par la création d'un système d'existence. Sans processus synthétique, on est condamné à l'unidimensionnel de l'homme naturel sans l'homme originel et à la confusion des deux ordres. On aurait soit une moitié d'homme, soit un mélange éclectique. Ces deux insuffisances méthodologiques s'avèrent une parfaite stratégie idéologique. Ainsi, en régime de libéralisme social libertaire, l'homme de la désidérance de Leibniz prendra valeur universelle, homme proclamé naturel, authentique. On ne peut alors que constater que l'interprétation de Reich est pour le moins irrationnelle. Angoisse il y a certes, mais elle n'est en rien la conséquence de la synthèse originelle constitutive du corps sujet, de l'homme originel et de l'homme naturel. Ce prétendu traumatisme ne fait que cacher l'acte fondateur de la subjectivité. Il est devenu la commune référence des prétendus antagonismes, ceux qui font le petit jeu du permissif et du répressif. Il s'agit de l'interprétation contradictoire de l'homme de la désidérance amputé de l'homme originel, porteur de logique et expression du procès de production. Ce dernier homme subsiste encore, mais comme rhétorique, entre parenthèses, du logos. Néocantisme qui hésite entre la collaboration avec l'ontique et silence de l'impuissance. Le positivisme est l'arme de combat du réductionnisme unilatéral. Il doit tuer dans l'œuf l'homme originel, celui qui est à la fois logique, entre parenthèses, du procès de production, et subjectivité. Et quelle application, quelle zèle, quelle banalisation peut être pire que la bestialisation? La psychologie de l'enfant fabriquée par les sciences humaines à base de psychanalyse pour fabriquer les petits veaux de la consommation ordinaire, du libidinal, du ludique, du marginal. L'unidimensionnalité fabrique l'individualisme, alors que la relation synthétique traduit l'universel, la subjectivité. Celle-ci est a priori le refus de l'individualisme et de la réduction anthropologique freudienne. On lui a prêté une âme. Cela ne nous dérange pas. Peut-on lui reprocher d'être l'âme de la laïcité et de glorifier ceux qui la glorifient? L'essentiel n'est-il pas d'identifier le pouvoir de création, de donation d'existence, et celui du pouvoir absolu de la connaissance? C'est pour bien désigner ce pouvoir que nous recherchons une subjectivité synthétique qui se constitue en tant que synthèse du naturel et de l'originel pour en venir à l'universel concret. Écarter cette dimension spiritualiste serait tomber dans le piège habituel, celui que nous avons dénoncé dès le début. Ce serait en rester à l'être rudimentaire et empirique,
que l'on voit en son apparence, qui est l'être là, le prématuré, qui crie, pleure, tête, et que l'on ne peut connaître que par la réduction psychologique ou psychanalytique. Ce serait effacer a priori une autre moitié qui, d'inspiration divine, est tombée bien bas, soumise a priori au réductionnisme positiviste et fonctionnel. Homme moderne, qu'as-tu fait de la subjectivité, cette sœur jumelle de la praxis, de l'autre versant prométhéen? Elle a été banalisée, recouverte sous les prétentions de l'ego individualiste et de l'artiste, ce faux frère de la subjectivité, et même faussaire qui veut faire croire qu'il est, lui, l'artiste, et non la praxis, la beauté vivante, le corps des JO. Il faut établir l'achèvement des deux processus de création de l'homme originel et de l'homme naturel. Cet accomplissement est révélateur du principe constitutif de chaque système. La finalité accomplie révèle le principe du devenir. Ce sera pour l'homme originel la finitude. Ce sera pour l'homme naturel l'intentionnalité. Il faut d'abord procéder à la saisie eidétique de ces deux principes. On pourra alors procéder à la maïeutique du prématuré, à la naissance de la survie, existence cachée, point de suspension, par la naissance. Cette existence sera la synthèse des deux fondements fondamentaux du temps. Petit 2. Finitude et intentionnalité, virgule, donc angoisse et connaissance. Si le grain ne meurt, la finitude, deux points, l'être du temps. La finitude, première détermination de l'en-soi, sera proposée comme un montage du temps, selon des lois de la correspondance et de la circulation des temps. On va donc reprendre le montage déjà constitué, le schéma représentatif du corps-sujet, pour le situer au moment de la naissance du prétendu traumatisme originel. Au commencement, c'est l'immanence parfaite, sans aucune médiation ou transition, le plus parfait rapport d'expression entre la corporéité et la durée. À la fin de cet échange, dualité encore d'engendrement réciproque, mais dualité d'opposition, d'exclusion réciproque du corps socialisé et de la temporalité restée en soi. Au commencement, la finitude est ce moment, combien fugace, où le corps se détache de l'être jusqu'à s'en exclure sans disposer d'une élémentaire praxis. Cette cellule de base de l'ontologie temporelle quitte la temporalité matricielle sans accéder et pour cause à la socialité minimale. C'est le plus pur moment de la subjectivité. La corporité et la durée sont en réciprocité identitaire et le corps-sujet totale solitude. Le corps sans sa matrice ontologique, le temps sans sa socialité. Ce processus subjectif est autonomisation du corps. C'est la signification de la subjectivité, une liberté conquise sur l'être de décider du genre. Elle est intercession entre l'être et le genre. L'être s'accomplit par la subjectivité. L'ontologie temporelle accède à sa reproduction et à son existence. On peut généraliser et radicaliser ce processus d'immanence, d'engendrement réciproque. Le miracle de la subjectivité, ce qui en elle révélerait l'Esprit Saint, est ce pouvoir du sujet d'engendrer son existence, de donner sa durée à son corps et de donner sa corporéité à sa durée. La subjectivité est réciproque de notion d'existence. Elle est cet échange de l'existence qui éprouve sa corporéité par sa durée et celle-ci par sa corporéité. Raisonnons par l'absurde. Sans elle, l'être ne pourrait accéder à l'existence. Sans elle, l'existence n'aurait pas d'être. La subjectivité est
bien cet étrange pouvoir, car alors inexpliqué, pouvoir démiurgique, prométhéen, interprété comme instinct divin ou manifestation du Saint-Esprit, coup de baguette magique qui donne l'existence à l'être en l'exprimant selon sa durée, et du même coup l'existence à la durée en l'exprimant selon son être. Le corps-sujet est alors cette totale inclusion du corps et du sujet, de la corporité et de la durée, endogamie de tautologie, huis clos de solipsisme. Il est comme une monade, un grand renfermement du temps qui ne fait qu'interpréter les lois matricielles de l'écoulement du temps selon la circularité et la correspondance des temps. C'est une monade sans porte ni fenêtre, univers clos qui n'existe que par lui-même et pour lui-même. Alors, le corps sujet est autonome, c'est-à-dire cause de lui-même, cause de la corporéité par la durée et de la durée par l'être. C'est le même procès de production de l'être par la durée et de celle-ci par l'être. Mais ce n'est pas une tautologie formelle, A et A. C'est l'acte d'identification de l'être et de la durée, de A comme être et de A comme durée, de A comme sujet et de A comme attribut. Cet engendrement réciproque est le principe d'immanence en tant que pouvoir de création. Je lis le petit b aussi. Alors, grand B plutôt. Grand B, l'intentionnalité de point le temps de l'être. Le grand A, c'était l'organico-affectif de l'angoisse sur le rythme. Grand B, donc, l'intentionnalité de l'être, l'intentionnalité de point le temps de l'être. Prétendre apporter du neuf sur la naissance n'est autre que l'élémentaire provocation réflexive de la maïeutique socratique. L'ironie transcendantale peut s'énoncer selon un petit syllogisme, entre tirets du prématuré, qui peut avoir des allures de jeu de société, entre parenthèses savant, mais qui est le porteur d'une légitimité logique purement formelle qui s'ouvre sur toute une phénoménologie de justification. Naître, c'est survivre. Survivre, c'est apprendre à vivre. Apprendre à vivre, c'est renaître. La première survie est survie à soi-même, au traumatisme de la naissance et à l'impossible existence qui ne dispose pas des moyens d'existence. Le prématuré, comme l'homo erectus. Ce survivre implique l'apprendre, l'apprentissage. Celui-ci est une connaissance qui est renaissance. Celle-ci est une reconnaissance qui, à son tour, sera renaissance. Ainsi, le naître du prématuré instaure la dialectique de l'être et du connaître, de l'engendrement réciproque du réel et du rationnel. Déjà, la vie se dédouble elle entame le cycle dialectique de la vie et de la mort. La vie élémentaire est cette fécondité de la vie qui s'engendre elle-même. Le naître du renaître, mais aussi le renaître du reconnaître. Toute la vie et son processus dialectique est déjà dans la simple prématuration. Le constat immédiat est celui de l'immanence originelle de l'existence et de la connaissance. L'existence se fait par le savoir comme le savoir se fait par l'existence. La preuve, l'apprentissage est immanent à la survie. Ce sera par cet apprentissage que l'être humain apprend à vivre. Preuve par l'absurde. Que serait un prématuré si l'on ne s'occupait pas de lui? Il doit déjà tout à l'autre, à la mère qui lui redonne vie, le sein, pour qu'il survive. C'est une création continue, à continuer jusqu'à la mélodie infinie par l'intercession du rythme. Le prématuré n'est qu'une moitié de vie, un état organique qui doit devenir un être entier. Dans le principe, l'être se dédouble, est en devenir, divisé.
la première partie est en manque, et elle sait de quoi? D'elle-même. La parturition donne naissance à l'en-soi et au pour-soi, au temps. C'est l'origine corporelle de l'intentionnalité. On dit que le bébé souhaiterait, régression, se retrouver dans le sein de sa mère. Peut-être, mais entier, alors qu'il est lancé en avant, courant après lui-même, après l'autre, après la vie. À lui, le parcours phénoménologique de l'identitaire. Comment se fait-il qu'un tel phénomène, la survie du prématuré, n'ait pas été reconnu comme mythe ou concept majeur, opérationnel, prescription du genre humain? Serait-il tellement important qu'il soit tabou? Certes, les grandes sagas de la mort et de la résurrection se constituent en référence à cette structure. Mais la religion aurait-elle tellement marqué l'esprit humain qu'elle interdirait la laïcisation et sécularisation que nous proposons? Ne pas dire la loi anthropologique qui est à l'origine de la mort et de la résurrection, c'est le monopole du prêtre, main basse sur la mort. Il est vrai que ce monopole a été remis en question par la psychanalyse, autre récupération corporative, décimée par l'anthropologie, pour en venir au piteux combat des instincts, ou des pulsions, de vie et de mort. Mais le seul fait d'avoir évoqué la problématique lui confère l'autorité qui lui a même permis de monopoliser le psy. Mais alors, cette psychanalyse montre vite ses limites. Car comment évoquer Narcisse, par exemple, sans se référer à la prématuration? Il n'est qu'un épisode du dédoublement de la personnalité qu'est le corps-sujet, d'une partie de l'être qui court après l'autre partie, du processus identitaire qui se dénie dès qu'il se constitue. Narcisse n'est qu'un moment spectaculaire, spéculaire, de la quête de l'impossible identité. On peut déjà proposer le caractère distinctif du prématuré. C'est un animal, certes, pourvu d'un capital génétique, mais animal phénoménologique, pourvu d'une intentionnalité. Cette intentionnalité est acquise par le survivre, par l'apprentissage de la vie. Elle est une connaissance du sens, le commencement de la quête identitaire. Cette immanence de l'existence et de la connaissance nous amènera à ce cogito réflexif qui est un jugement synthétique a priori. Le réel est rationnel comme le rationnel est réel. Mais n'anticipons pas. Laissons grandir le petit et tirons la morale, entre parenthèses épistémologique, de cette mise en situation, entre parenthèses phénoménologique. Elle procure une arme de combat contre le juridisme, le néocantisme, la dualité empirisme-formalisme, le réductionnisme constitutif de l'idéologie dominante. L'animal phénoménologique se constitue selon l'éducation qui permettra au prématuré de devenir lui-même entier, maturé. Le développement organique développe la connaissance comme le développement éducatif et développe l'organique. On pourrait même prétendre que cet animal phénoménologique est métaphysique. Avant toute anthropologisation, il détermine le sens de la vie. L'intentionnalité comme immanence de l'existence et du savoir. Voilà, peut-être qu'on peut s'arrêter là pour le moment. Ouais. Donc là, on est dans le grand B, le Big Bang du prématuré, toujours. Voilà. Donc, voilà, parce qu'à
avant, donc, il parlait enfin, que le Big Bang, le prématuré, l'apparition du prématuré était l'équivalent du Big Bang et de la matière. Alors, en quoi ça serait Big Bang? J'ai l'impression que c'est ce qu'il dit à plusieurs reprises, hein, donc, comme finalement cette prématuration étant l'immanence de l'existence et du savoir. Hein. Donc il le répète plusieurs fois, ça. Donc, en page 195, le constat immédiat est celui de l'immanence. Alors, avant toute la vie et son processus dialectique est déjà dans la simple prématuration. Point. Ensuite, il dit le constat immédiat est celui de l'immanence originelle de l'existence et de la connaissance. C'est-à-dire que, voilà, donc, il y a cette immanence, originelle au départ qui est introduit par la prématuration. Il en parle aussi, page 197, là, donc en haut il dit voilà, cette intentionnalité est acquise par le survie, par l'apprentissage de la vie. Elle est une connaissance du sens, le commencement de la quasi-entière, cette immanence de l'existence et de la connaissance nous amènera à ce cogito cognitif. Et enfin, donc, à la dernière phrase, donc, avant tout, alors il parle là de l'animal phénoménologique, qui est le prématuré finalement, en disant qu'avant toute anthropologisation, cet animal phénoménologique prématuré détermine le sens de la vie, l'intentionnalité, comme immanence de l'existence et du savoir. C'est-à-dire que le prématuré induirait, d'après ce que je comprends, que poserait déjà comme immanence l'existence et le savoir. En page 195, ici aussi, il dit ainsi le naître, entre parenthèses, entre tiré du prématuré, instaure la dialectique donc, de l'être et du connaître, et il ajoute après donc, de l'engendrement réciproque du réel et du rationnel. Donc le réel, donc l'être, et le rationnel, le connaître. Donc c'est, d'après ce qu'il dit, donc c'est prématuré, donc l'apparition du prématuré qui introduirait donc d'emblée cette immanence de l'existence et de la connaissance. Donc ça c'est dans le grand B, et puis dans le grand A. Dans le grand A, il revient toujours sur ce corps sujet, ce montage. Hein, ça, il l'a déjà dit dans les paragraphes précédents. Donc, le miracle de la subjectivité, qui est ce pouvoir du sujet d'engendrer son existence, de donner sa durée à son corps et donner sa corporité à sa durée. Un peu c'était le schéma qu'on avait vu la dernière fois en 8 avec l'apparition
l'apparition de la durée d'un côté et du corps de l'autre, donc l'existence, la subjectivité donc est cet échange de l'existence qui éprouve sa corporéité par sa durée, et celle-ci, donc la durée, par sa corporéité. Donc ce serait... Et après, donc à la fin, il reprend encore un coup. Alors, le corps sujet est autonome, c'est-à-dire cause de lui-même, cause de la corporité par la durée et de la durée par l'être. Il y a quelques points un peu saillants, je crois, de ce paragraphe. C'est déjà, on l'a déjà vu plusieurs fois, donc ces coups de... Ces coups de griffe quoi, contre effectivement un positivisme donc, qui d'après lui est l'arme du combat du réductionnisme unilatéral, hein, ce qu'il nomme aussi unidimensionnalité, et qui doit tuer dans l'œuf l'homme originel, c'est-à-dire la logique finalement, la logique du procès de production, et même la subjectivité. Donc, un truc que je ne comprends pas, j'ai regardé sur Internet, mais désidérance, quand on fait sur Google désidérance Leibniz, c'est un vide total. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, peut-être que... Je ne l'ai pas fait, mais je connais pas ce concept-là chez Leibniz. Oui, oui. Un spécialiste de Leibniz. Non, non plus. En fait, apparemment, il en parle quand il parle... Si avec deux R, on pourrait dire que c'est désidérance. Derrida. Un truc comme ça. Désidérance. Désidérance. Ou désidérance. Est-ce que c'est à voir avec le désir ou avec la sidération? Oui, désidérance, je pense que Ou c'est ça. la clairance. En tout cas, il l'emploie, le seul moment où il l'emploie, il dit ainsi en régime de libéralisme social libertaire, l'homme de la désidérance, de Leibniz évidemment, prendra valeur universelle. Alors donc, et il ajoute, et ça c'est ça, c'est peut-être ça, alors donc ça a rapproché avec ça, homme proclamé naturel, authentique, c'est-à-dire l'homme qui a court-circuité, d'après lui, l'homme originel, et qui investit d'emblée l'homme naturel en le posant comme un cheveu un peu sur la soupe. Il parle du constat d'un double handicap dans l'entrée dans la vie prématurée. Être doublement handicapé, hein, c'est ce qu'il dit. Bon, il arrive avant terme, avant maturation, d'accord. Avant toute fonctionnalité, ça, je sais pas, je suis pas du tout convaincu. Je pense qu'il y a un apprentissage dès la vie intra-utérine, avec la fonctionnalité. Il y a des fonctionnalités qui résultent de cet apprentissage, ne serait-ce que, c'est un avis essentiel, la capacité à porter une attention à des bruits, à des gestes, à des toucher, et à quelque part, non pas y prêter un autre sens que celui de la reconnaissance de la vie extérieure et d'une présence à l'extérieur.
Mais au-delà de ça, bon, alors il y a des pages de Lacan qui expliquent ça aussi. Je ne vais pas les regarder si ça l'expliquait mieux ou moins bien. Je pense que c'est un préalable que tout le monde admet sur cette question. Mais alors après, moi je trouve que ce texte il est construit sur l'idée qu'il y a quasiment une auto-construction du corps sujet. Le rapport social n'existe pas. Le médium du rapport social, un des médiums du rapport social, c'est pas le seul. Le discours pris en son sens le plus élémentaire qui soit, hein. Je ne parle pas du langage sophistiqué et des phrases avec sujet, verbe, complément, mais du commerce avec l'autre et de l'entrée dans un système de relation avec l'autre, qui est, à mon avis, le bain fondamental de la construction de la subjectivité, et en même temps une construction de la subjectivité qui, quelque part, parce qu'elle est obligée de nier ce bain fondamental pour pouvoir exister, va être négation de ce bain fondamental. Tout ça, c'est largement absent, enfin, je trouve. Hein, on assiste à une sorte d'autocréation, de déploiement d'une logique dont on voit bien qu'elle part d'un manque fondamental initial, mais elle se déploie sur des bases qui sont des bases déjà là. L'aptitude à l'intentionnalité, par exemple, dont je me demande si c'est pas une forme de comment dire d'antéprédicatif dans son genre. Moi, je crois que le bébé, quand il naît, il est disponible, il est en attente, il reçoit des choses, mais il reçoit des choses. Il est immédiatement dans un rapport à l'autre. Et c'est d'ailleurs, moi je suis d'accord avec les psychanalystes sur ce point-là, en tout cas au moins ceux qui disent ça. Je pense que ce premier contact est fondamental. Ce qui se passe dans les premiers temps de l'existence d'un enfant est fondamental, est constitutif durablement de la personnalité. Ça ne veut pas dire forcément définitivement, mais en tout cas durablement, parce que c'est de ça dont on parle, et c'est de ça dont on parle. Et là tout ça, moi je m'étonne, dans un propos marxiste, d'ailleurs, je vous renvoie au texte de Wallon sur cette question, il est assez ça c'est absent. C'est très métaphysique ce truc, je trouve très catégoriel, très hegelien, les catégories s'enchaînent, mais bon, il n'y a pas une expérience universelle de ce genre de choses, mais il y a quand même un cadre de socialisation fondamental. Alors, je ne parle pas nécessairement de la famille, hein, mais l'autre, la présence de l'autre. La présence de l'autre qui est présence de l'autre avant même la naissance. Elle est là déjà avant la naissance. Et cette présence de l'autre, elle est à la fois, c'est la première fenêtre sur la vie et sur la réalité. C'est le réel, c'est le réel qui dit oui, mais qui dit non aussi. Qui dit tu attendras pour manger, qu'il soit l'heure du repas. Voilà. Et tout ça c'est là que des choses comme le rythme, par exemple, se structurent dans la personnalité à partir de ces premières expériences-là.
À moins d'avoir mal lu, mais je ne trouve pas du tout ça. Peut-être une tentative de réponse, c'est que... si t'as mal lu, c'est mal lu que toi, parce que je suis d'accord avec toi. Alors, On peut se tromper en parallèle. On ne peut pas se tromper. mais comment, je pense que tu as raison, mais alors, Kluskar, si tu veux, parle de tout ce que tu as dit, dans, par exemple, la production de l'individu, le chapitre La génétique du sujet. C'est-à-dire que, effectivement, c'est la construction du comment, finalement, à partir du bébé consommateur absolu, hein, le début de son éducation. Là, il ne se pose pas, dans ce temps déjà quand même assez avancé, si tu veux, de l'éducation, mais au niveau du prématuré. C'est-à-dire que là, le prématuré, lui, il n'a pas... par exemple, ça transparaît notamment dans ce qu'il dit, par exemple, à la fin de la page 193. Alors, il parle donc du prématuré, donc c'est le plus pur moment de la subjectivité. La corporité et la durée sont en réciprocité identitaire. Et le corps sujet, totale solitude. C'est-à-dire que là, il se pose dans un moment où finalement il y a intrinsèquement une totale... la corporité et la durée, telles qu'il les invoque avant, ne sont pas discriminées. Si tu veux. Donc tu as une espèce de truc qui pourrait être, peut-être, hein, j'essaie de comprendre ce qu'il dit, quoi. Une sorte finalement d'amalgame, mais qui n'est pas encore, c'est justement là-dessus que va travailler après le rythme, va travailler l'autre, etc. Ça, c'est largement, si tu veux, expliqué dans la production d'individus de Kluskar, c'est-à-dire le chapitre central de l'être et le code. Là, il fait que ça. Quoi. Là, je pense qu'il réfléchit sur la prématuration comme phénomène ontologique, donc encore en amont, je pense. Et donc on ne peut pas prêter, peut-être, j'ai l'impression, moi, à un prématuré, si tu veux, des attributs qui, effectivement, certes, sont déterminants par la suite, mais ne sont pas encore déterminés à ce moment-là. J'avais des copines un peu bobos là, qui disaient ouais, alors maintenant, il y a une nouvelle méthode d'accouchement, alors on fait l'accouchement et on passe du Beethoven, pas du Beethoven, mais enfin, du Mozart, mais moi ça me paraît assez fou, si tu veux, c'est-à-dire que de présupposer que le bébé est pour, supposément sans doute, je ne sais pas, dans leur esprit, leur donner, je sais pas, l'âme créatrice ou le pacifier, j'en sais rien. Et de présupposer, si tu veux, que le bébé tel qu'il naît, prématuré, etc., est déjà les catégories pour être sensibilisées à ça, me paraît en soi quelque chose d'assez totalement anachronique. Quoi. Bon, donc là, je pense qu'il est dans... Donc c'est l'instant zéro. Je pense que c'est l'instant zéro, oui, parce que c'est le Big Bang. C'est le Big Bang. S'il existait pas. Hein, ça, c'est une très très bonne question. Si l'instant zéro... C'est une vraie question de marxiste, ça, je trouve. Oui. Parce qu'on s'en fout de l'instant zéro, en fait. Et puis... D'ailleurs, à mesure que tu t'approches du zéro, tu grandis la loupe, et en fait, c'est pas l'instant zéro, quoi. Enfin, non. Tu peux pas chercher les origines. Si tu veux fonder la naissance à partir de l'origine, tu vas finir comme un théologien, quoi. Ah non, parce qu'il est pas dans une détermination fixiste d'un Big Bang, là. Il est dans l'auto, comme tu disais, dans l'auto-développement. C'est ce qu'il te dit. L'auto-développe, c'est assez hegelien, ça, je crois. Hein. Donc l'auto-mouvement, eh bien, il essaie de construire à partir de ça. Et donc, comme il le dit assez souvent, c'est quand même un peu...
on peut pas reporter des catégories qui seront constituées ultérieurement à une situation qui est antépraxique, on veut dire. C'est-à-dire que là, tu as un moment qu'il essaye de... Mais alors, pourquoi il le fait tout ça, c'est discutable, quoi. Mais en tout cas, là, il est dans un moment où il réfléchit sur l'ontologie, quoi, clairement, de la prématuration. Tu sais, le problème de ce passage-là, je trouve que ce passage, il est très significatif, et je suis d'accord avec ce que dit Michel, c'est que, en fait, là, t'es vraiment en train, enfin pas toi d'ailleurs, mais là, en fait, quand tu essaies d'expliquer ce que Kluskar aurait pu vouloir dire, en me défendant, entre guillemets, sans te mettre ça, sans dire ça de façon négative, c'est qu'en fait, tu es en train d'essayer de faire correspondre le stade du développement du prématuré avec des concepts hegéliens, quoi. C'est qu'en fait, tu as ta dialectique, le réel est rationnel, enfin, tout réel est rationnel et le rationnel est réel, parce que c'est plutôt ça la formulation, et en fait, tu es en train d'essayer de plaquer le développement de l'enfant sur des catégories logiques bien données, parce que ces catégories logiques étant la dialectique, et ben on est plutôt du bon côté, parce que quand tu es un marxiste, c'est censé maîtriser la dialectique. Et donc là, tu es en train d'aller plaquer, tu es en train d'aller essayer de faire correspondre en fait, le développement de l'enfant avec une description hegélienne. Et ça me semble assez problématique, parce que c'est toujours mieux qu'une ontologie fixiste, mais ça reste de l'ontologie. C'est-à-dire qu'en fait là, ce que dit Michel, c'est vrai, c'est qu'au début, il a une intuition qui te dit, voilà, à l'origine, le pur moment de la subjectivité, il te dit, c'est le corps sans matrice ontologique et le temps sans socialité. C'est-à-dire que le corps et l'être, en fait, sont dans un rapport d'extériorité, et ça va être le rôle de la subjectivité de réunir les deux, quoi. Mais il ne le fait pas. C'est-à-dire la socialité, elle n'existe juste pas là-dedans, dans ce texte-là. Le mot socialité, il arrive, mais il n'y a absolument rien là-dedans. Après, on est juste en train de dire, bah, il y a un don d'existence à l'être selon la durée de la subjectivité, et un don d'existence à la durée selon l'être de la subjectivité. Et puis, tout ça s'enchevêtre, mais on cherche à mettre des formes, en fait, sur le développement. On ne cherche pas à regarder comment ça se passe. C'est pas une démarche scientifique, pour moi. Là, on a quelques connaissances, globalement, sur le fait que, bah oui, l'être... qui vient au monde est un prématuré, il est précaire, donc très vite le rôle de la socialité va être plus important que chez d'autres animaux, où quand le singe y sort, il marche déjà, il a beaucoup plus d'autonomie. Mais ça, je veux dire, c'est ce que les travaux de l'anthropologie te disent, si tu veux. T'as pas besoin forcément d'essayer après de dire, bah voilà, ça correspond à l'intentionnalité, comme donnant le nom d'existence à l'être, ce genre de truc-là, tu vois. Là, il y a un côté, vraiment, faut faire rentrer dans le tube, quoi. Faut faire rentrer l'existence du prématuré dans le tube de la dialectique, et puis à la fin on est content. On a fait une belle ontologie. Là c'est quand même ça, je veux dire, d'ailleurs à la fin il se retrouve, il vend la mèche. Regarde ce qu'il dit à la toute fin. On pourrait même prétendre que cet animal phénoménologique, le prématuré, est métaphysique. Avant tout d'anthropologisation, il détermine le sens de la vie. L'intentionnalité comme immanence de l'existence et du savoir. C'est-à-dire qu'en fait, l'immanence de l'existence et du savoir, en fait, sont faits quasiment pour justifier une vision théologique, quoi. Ah, il ne parle pas de théologie. Non, mais je veux dire métaphysique. Je veux dire là, on est de retour dans la métaphysique. Si tu le vois pas, bon, enfin, faut ne pas le voir, quoi. Ou alors il le dit par humour, mais bon, ça c'est toujours l'ironie transcendantale de Kluskar, quoi. Il y a plein d'ironies transcendantales, et puis à la fin, la seule chose qu'a du contenu, c'est son ironie transcendantale, et donc on est bien obligé de voir que c'est plus si drôle que ça, quoi. Parce que là, enfin, je veux dire, ce qu'il dit sur la psychanalyse, en fait, c'est ce qu'il dit de façon générale sur la psychanalyse, quoi. C'est-à-dire qu'il refuse, enfin, il fait la critique de la psychanalyse ici, qu'il fait aussi dans la lettre aux communistes. C'est-à-dire, il dit, bah, il ne prend qu'un pan des choses. Tu ne veux pas faire l'analyse Narcisse contre Vulcain en ignorant le procès de production et l'anthropologisation. Mais alors après, quand il te dit, bon. Le caractère distinctif du prématuré, c'est un animal, c'est un animal certes pourvu d'un capital génétique, mais animal phénoménologique, pourvu d'une intentionnalité. Cette intentionnalité est acquise par le survivre, par l'apprentissage de la vie. Elle est une connaissance du sens, le commencement de la quête identitaire. Cette immanence de l'existence et de la connaissance nous amènera à ce cogito pré-réflexif qui est un jugement synthétique a priori, le réel est rationnel, comme le rationnel est réel.
mais n'anticipons pas, laissons grandir le petit, et puis après, immédiatement, il arrive, on pourrait même prétendre que cet animal phénoménologique est métaphysique, quoi. Enfin, je comprends même pas le sens de... Enfin, s'il dit ça là, enfin, pour moi, c'est bon, quoi, on a compris ce qu'il voulait dire, quoi. Tu vois, c'est... Je pense que si tu recherches comment... Mais je les ai lus, les autres Plouzkar aussi, hein, je suis comme toi. Est-ce que tu as lu la génétique du sujet, la production d'individus? Oui. Je suis d'accord que dans la production d'individus, il fait largement part, si tu veux, à l'autre, au rythme, etc., pour expliquer justement l'extraction finalement de l'être social, hein, depuis la matière organique, quoi. Bon, c'est un peu le... C'est un peu tout ce chapitre qui doit faire 200, cette deuxième partie qui doit faire 200 pages est consacrée à ça, purement. Là, j'ai l'impression qu'il ne se positionne pas. Alors, bon, peut-être on peut se demander pourquoi il le fait, quoi, mais là, il ne se positionne pas au même niveau, je dirais, qu'il se positionne à un niveau plus ontologique, j'ai l'impression, donc dans le sens qui se pose la question, effectivement, de l'apparition de l'existence et de la connaissance. C'est pas rien, quoi, la connaissance. Voilà, la connaissance avant l'homme, il n'y en a pas, quoi. Donc il y a un truc qui s'appelle la connaissance qui surgit. Lui, il évoque que c'est le surgissement, finalement, de la prématuration, qui va donc faire finalement surgir cette dialectique de la connaissance et de l'être, quoi. Donc voilà, donc il ne se pose pas au même niveau que dans l'être et le corps. Donc, bon, on peut se demander pourquoi il le fait, mais là, je pense qu'on peut, on peut tout à fait, si tu veux, qu'est-ce qui fait que le prématuré arrivant, tu as la connaissance qui apparaît. Bon, voilà. Elle n'y en a pas avant. Avant, la connaissance apparaît avec le prématuré. Non, tu veux dire que la connaissance arrive chez l'homme, et c'est pas un hasard si ça arrive chez l'homme, ce que tu essaies de dire, si je comprends bien, c'est que la connaissance est le propre de l'homme, et c'est pas un hasard si ça devient le propre d'une espèce particulière parmi les autres, qui est précisément celle qui met au monde des prématurés, c'est ça que tu veux dire? Écoute, oui, à travers j'ai l'impression que je pense que c'est ça que tu voulais dire. C'est ce qu'il dit, quoi. J'ai l'impression que c'est ce qu'il dit, quoi. Donc, à un moment donné, l'apparition du prématuré fait également apparaître cette dialectique de l'immanence l'immanence originelle de l'existence et de la connaissance. C'est-à-dire que ça surgit au moment de la prématuration comme phénomène qui apparaît et qui, j'ai l'impression que c'est ce qu'il dit, quoi. C'est quoi cette connaissance? Oui, c'est ça que c'est quoi cette connaissance? C'est quoi? C'est la conscience de soi? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. Moi, je sais pas, mais il y a qui est une aptitude à percevoir et à intégrer cette perception chez le prématuré, oui, c'est évident. Je ne sais pas en quoi elle est fondamentalement différente de la même aptitude chez un animal. Voilà. Je ne sais pas. Parce qu'évidemment, ce n'est pas une connaissance construite, conceptuelle. Voilà. Ce qui fait que ça va devenir un jour une connaissance construite et conceptuelle, c'est le rapport à l'autre. C'est le rapport à l'autre qui va. C'est la praxis. C'est pour moi ce qui construit la subjectivité chez le sujet, et ce qui construit et ce qui est au centre de l'ontogénèse comme de la phylogénèse, c'est la praxis. C'est pour ça que je trouvais ça clairement, fortement affirmé au début du bouquin, mais là, je me trouve face à un os dans ce passage-là. Je ne vois pas en quoi. J'ai un peu l'impression que
il y a quelque part une espèce de recherche de symétrie entre l'architecture de la phylogénèse, avec ses 3 temps, et puis l'architecture de l'ontogénèse. Sauf que la notion, la notion de survie telle qu'on peut l'appliquer dans le cadre de l'ontogénèse n'a rien à voir avec la problématique de la survie à l'échelle de l'espèce, qui là, effectivement, dans les premiers temps de l'existence de l'espèce, est un pôle essentiel de détermination de la praxis émergente, mais dans l'ontogénèse, ce n'est pas le cas. Dans l'autogénèse, tout de suite, ce qui va amener le sujet à être confronté à la vie, c'est le rapport à l'autre. Le rapport à l'autre qui va justement garantir la survie, mais pas la survie de l'espèce, sa survie à lui, dans des termes totalement différents de ceux qu'on pourrait appliquer à l'espèce, il me semble. Alors après, c'est pour ça que je dis qu'il y a un enchaînement de concepts, et pour moi il y a un petit peu de recherche d'identité architecturale, mais à mon avis c'est une erreur. C'est une erreur parce que je crois que la subjectivité, elle ne vient pas du sujet. Il n'y a aucune comment dire, prédétermination à la subjectivité chez le prématuré. Le prématuré, alors si, il y a des prédéterminations, c'est pas des prédéterminations, il y a des prérequis physiologiques hérités d'une évolution de l'espèce qui sont là, qui font qu'on a l'aptitude au langage, à l'appréhension, à la vision, etc. Il y a d'autres choses. Mais c'est encore totalement indéterminé du point de vue du développement du potentiel que ça représente. Et d'ailleurs, quand on lit des trucs sur les enfants sauvages, on se rend compte que je pensais à ça, oui, les enfants sauvages, c'était une vieille lecture, mais ils ont intégré un tas de choses qui viennent des loups qui les ont élevés, enfin, tout au moins quand ce sont des loups. Hein. Je pense à celui qui avait fait l'objet d'un film de Truffaut, un beau film. Et puis que derrière, d'ailleurs, pour revenir en arrière et le civiliser, en quelque sorte, c'est-à-dire l'intégrer dans la communauté des hommes, eh bien, il y a des choses qui sont irréversibles et qu'on n'arrive pas à faire. C'est peut-être aussi mal pris, je ne sais pas, moi, je ne suis pas spécialiste, mais là, vraiment, et pour moi, il n'y a pas d'instant zéro. Il y a des cellules qui se développent, il y a un développement systémique qui est physiologique, zoologique, qui aboutit à ce que l'entité qui s'est développée à un moment entre d'une manière très, très diffuse en contact avec ce qui n'est pas directement son environnement, mais si quand même, parce que le placenta c'est son environnement, et puis il y a des choses qui passent, et puis très progressivement, ça devient présence de quelqu'un, et puis ce quelqu'un s'affirme comme le premier autre pour l'homme, hein, le premier, le deuxième ou le troisième, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, et puis progressivement tout ça se construit pour finalement arriver à ce qui est un détachement du sujet qui s'est construit dans ce milieu, dans ces rapports-là, un détachement au sens où il se détache de ce premier environnement et se construit, et c'est ça que moi j'appelle la subjectivité, si tant est que pour moi le mot de subjectivité ait un sens. Parce que je pense que le mot juste, c'est le mot de subjectivation. C'est-à-dire que je crois que tout individu se construit tout au long de sa vie, et qu'il n'y a pas un moment où la subjectivité s'affirme. Il y a un trajectoire de subjectivité qui est la subjectivation. Et d'ailleurs, je trouve qu'à chaque fois qu'on essaye de cerner cette entité qu'on appelle subjectivité, elle échappe. Elle échappe parce que
tout simplement parce qu'il y a une permanente évolution et une extrême diversité. Dès qu'on essaie de catégoriser la subjectivité, on a tendance à l'enfermer, à la réduire. Là naturellement, je ne suis pas d'accord avec Kouskar sur ce point. Enfin, bon. Mais effectivement, pourquoi ces références à la métaphysique? En tout cas, ce que tu décris... Pour moi, la métaphysique, elle est morte. Il répondra pas. Après, libre à celui qui le souhaite d'espérer sa renaissance ou d'y travailler activement, Enfin, ou essayer, c'est pas forcément essayer de la faire renaître, c'est tomber dedans quand tu te satisfais pas des réponses qui te sont données par la science. Ah oui, effectivement, quand on n'est pas rationnaliste, pas matérialiste, oui, non, mais ça, oui, on cherche des explications oui, autres. la métaphysique par défaut. Oui, bien sûr, Métaphysique oui, par la défaut. physique classique, quoi. Comme t'es pas foutu de m'expliquer que Dieu n'existe pas, de me prouver que Dieu n'existe pas, Voilà. donc je choisis de croire en Dieu. Voilà. Pourquoi pas moi. Ça, je m'en fous complètement. Après, ce qui va m'intéresser, c'est le comportement de celui qui a décidé de croire en Dieu. Voilà. Ça va être essentiel. Mais pour le reste, il peut croire à ça, au Père Noël. Bon. Mais quand je dis la métaphysique est morte, c'est-à-dire que je pense qu'on doit aujourd'hui construire une pensée philosophique qui, non pas combat la métaphysique, mais tout simplement s'en détache, l'ignore. Mais c'est un vrai travail. Parce que toute notre pensée occidentale, et pas qu'elle, est imprégnée de cette nécessité conceptuelle. C'est pour ça que je pense que Spinoza est un matérialiste, parce que à mon avis, c'est le philosophe qui a porté le plus loin, enfin de ceux que je connais, le concept d'immanence dans ses vertus décapantes par rapport à la métaphysique classique, telle qu'elle existait jusqu'à lui et après. C'est pour ça aussi qu'il est mal aimé des métaphysiciens, parce qu'il est dangereux. Moi, je crois que ce que tu dis, ce que tu as dit très justement, c'est exactement ce que dit Kouskar dans la génétique du sujet. Ouais. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de... là, j'ai pas l'impression que... Attends, moi, ce qu'il a dit dans la génétique du sujet, ou dans Néofascisme du désir, ou dans le capitalisme de notre séduction, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, ce qui me pose problème, c'est ce bouquin. Oui, non, c'est le problème. C'est vrai que dans le truc sur Rousseau, il dit pas du tout ça. Bah, bien sûr, mais moi j'aimerais bien comprendre. Et je pense pas que... Je pense pas qu'il soit dans le là, j'ai l'impression qu'il n'est pas dans la... Parce que la physique, justement, j'ai l'impression qu'il traque, si tu veux, au contraire, le transcendantal, le crypto-transcendantal, qu'il voit lui aussi peut-être dans le positivisme, etc. Oui, mais ça c'est super bien. C'est très très bien pour montrer la religiosité du positivisme. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il ne faut pas se remettre à la métaphysique parce que... Non, mais là, donc, effectivement, il essaie de nouer l'apparition de la connaissance chez l'homme, qui n'existe pas chez l'animal. L'animal n'a pas de connaissance à laquelle il pourrait se reporter et faire ressurgir, venant du passé dans le présent, pour fabriquer du futur. Je pense que, justement, le fait qu'il parle avant de ce
qui, je pense, est tout à fait propre à l'homme, c'est-à-dire l'idée du corps-sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, il y ait une manifestation à travers le corps-sujet de quelque chose qui donne, comme il dit, être à la durée et de la durée à l'être, et quelque chose, effectivement, d'innovant par rapport à l'animalité. Alors donc, là, après, effectivement, il fait ressurgir la connaissance. La connaissance, on peut avoir du passé pour faire de l'avenir, quoi. Il a déduit finalement du prématuré. Alors, ça, c'est peut-être effectivement quelque chose qui sera à discuter, quoi. Néanmoins, le phénomène de survie est, notamment chez l'Homo erectus, est quelque chose de moteur, hein, par rapport à l'acquisition des connaissances. Il l'a montré aussi avant, donc, dans la phylogénèse. Donc je crois qu'il marque, si tu veux, une radicalité, une différence radicale, hein, entre l'individu simplement organique, pour lequel finalement le temps matriciel ne fait que passer à travers lui, quoi, sans possibilité de rétention. Et d'après ce qu'il dit, donc effectivement l'apparition du corps-sujet et de la subjectivité Ouais, je sais pas, mais les oiseaux, ils construisent le nid, quoi. Le temps, il passe pas à travers les oiseaux, quoi. Tu vois, les oiseaux, quand ils construisent leur nid, ils savent le faire, ils savent qu'il faut le protéger, ils savent qu'ils vont couper leurs œufs dedans. Les migrations. Les migrations des oiseaux, effectivement. Les mémoires qui sont transmises. Oui, c'est transmis, c'est quand même, ça fait partie de leur génome, parce qu'ils font toujours le parcours. Oui, mais le temps les traverse pas dans ces cas-là. C'est-à-dire que si le temps les traverse, c'est que ce temps il est déjà muni de quelque chose qui n'est pas le temps qui décrit comme étant matriciel, c'est-à-dire le strict temps sans recul. Il y a de la recul, enfin je sais pas. Ils ont un programme, toi qui es informaticien. Ils ont un programme. C'est toujours le même truc. Hein, je peux dire qu'un programme informatique, c'est pas un génome. Hein. C'est purement rationnel, c'est-à-dire hyper rationnel, c'est bien qu'il n'y a plus de dialectique. Donc un programme informatique, c'est pas le non, mais quand même, bon, effectivement, quand tu sors un petit peu. Programmer des oiseaux qui vont se. Allez, migre, tu vois, les oiseaux en métal, qui vont se créer au parc. Quand tu écartes un petit peu, si tu veux, un animal de la séquence qui suit, je crois qu'il y a notamment chez les insectes, il y avait Jean-Henri Fabre qui avait fait l'expérience au début du siècle, alors il montrait qu'à chaque fois que tu écartes un petit peu l'insecte de sa truc générale, il était incapable, si tu veux, de revenir dans la séquence. Je vais te raconter une histoire très drôle, tu vas comprendre un peu. Là, je vais faire de l'ironie transcendantale, vraiment. Quand j'étais avec mon ex, on allait en Espagne, la ville d'où elle vient à l'époque, tous les étés au minimum, on retournait à La Corogne. Et puis à La Corogne, tu as une ville, dans la ville de La Corogne, tu as une rue où il y a des commerces, des boutiques, quoi. Notamment des boutiques de chaussures, de fringues, etc. Et tu as aussi, comme en France, des gens qui vendent des trucs à la sauvette dans les rues. Et t'avais je pense que ça devait être un Indien, je sais pas, qui vendait des chiens, des espèces de chiens à piles, des espèces de petites peluches comme ça qui font comme ça, voilà, exactement. Et j'ai assisté à une scène géniale. Il y a un chien qui se pointe devant, comme ça, qui s'arrête devant le chien à piles, donc un vrai chien, c'est un faux chien, et puis il fait comme ça, et puis il était là, et puis le chien à piles continuait, comme ça, et puis là t'avais le gars qui était et je me disais, putain, mais il est con ce chien. Et là, je vois un deuxième chien, complètement différent de quelqu'un d'autre, qui s'approche du chien et puis qui se met à lui aboyer dessus. Et là, je me suis dit, ce qu'il est en train de lui dire, c'est mais t'es con, t'as le chien à pique, tu vois. Et franchement, t'aurais vu la scène, là tu te serais dit, à mon avis, Kouska, son idée du génome, là c'est un peu plus compliqué que ça. La migration avant les Néandertals à 1,5 million à peu près, la migration qui a peuplé paraît-il à peu près 1000 ans.
de la population qui a migré en Asie, quoi. Donc là, il y a une migration. Ah bah oui. Écoutez, Bah non, la migration, elle était due à d'autres facteurs. À mon avis, au fait qu'il n'y avait plus de gibier, et puis qu'ils ont dû se décaler vers un endroit où il y en avait plus. Ou quelqu'un qui les chasse. Je pense qu'effectivement, quand il dit intentionnalité, on avait eu cette discussion, je crois, au début, avec intentionnalité. On veut dire, faut qu'il y a conscience de son intentionnalité. Non, tu peux très bien se faire que dans les processus de l'évolutionnisme, eh bien, ça se fait tu as des intentionnalités qui se manifestent, mais sans représentation d'elles-mêmes. si vous permettez, Vas-y. est-ce que je peux relire un passage? Vas-y. Quelle page? Page 184. Il écrit le miracle, entre guillemets, des guillemets, de la subjectivité, ce qui en elle révélerait l'Esprit Saint, et ce pouvoir du sujet d'engendrer son existence, de donner sa durée à son corps et donner sa corporéité à sa durée. Il y a donc, quelque part, un pouvoir du sujet. La subjectivité est réciproque donation d'existence. Elle est cet échange de l'existence qui éprouve sa corporéité par sa durée et celle-ci par sa corporéité. Et donc quelque chose de la subjectivité qui est un pouvoir déjà là. Non, je pense pas. Attends. Je dis ce que je veux. Oui. Raisonnons par l'absurde. Sans elle, l'être ne pourrait accéder à l'existence. Sans elle, l'existence n'aurait pas d'être. C'est-à-dire sans subjectivité, pas d'existence. Existence, existence, existerait, exister à l'extérieur de soi. Donc on n'existe pas à l'extérieur de soi si on n'a pas de subjectivité. Il y a un préalable qui est la subjectivité. Ne peut exister, ne peut se projeter hors de soi que ce qui est déjà en soi. Bon. Sans elle, l'existence n'aurait pas d'être. La subjectivité est bien cet étrange pouvoir, car alors inexpliqué, pouvoir démiurgique, prométhéen, interprété comme instinct divin ou manifestation du Saint-Esprit. Alors on peut lui faire crédit sur le fait que ce n'est pas lui qui interprète comme instinct divin manifestation du Saint-Esprit, coup de baguette magique qui donne l'existence à l'être en l'exprimant selon sa durée, et du même coup l'existence à la durée en l'exprimant selon son être. Le corps sujet est alors totale inclusion du corps et du sujet, de la corporéité et de la durée, endogamie de tautologie, huis clos du solipsisme. Il est comme une monade, un grand renfermement du temps, qui ne fait qu'interpréter les lois matricielles du temps selon la circularité et la correspondance des temps. C'est une monade sans porte ni fenêtre, univers clos qui n'existe que par lui-même et pour lui-même. Moi, ma conviction est que ce moment-là, puisque c'est un moment au sens hegelien du terme qui est dépeint, il n'existe pas. Je pense qu'il n'existe pas. Et que il ne se produit jamais. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de moment de total enfermement d'un sujet en lui-même, finalement, il n'existe pas. Voilà, dès que dans le processus physiologique, zoologique, biologique, pardon, de construction du corps sujet et de la maturation de son cerveau, je ne vois pas où on situe ce moment-là. En tout cas, pas à la naissance. Parce qu'alors là... à la naissance, c'est les sollicitations immédiates de tout, quoi. Je veux dire, t'es sollicité oui, par puis, tout. Je veux dire, puis je pense qu'à la naissance, on a déjà... Alors, je ne veux pas entrer dans une autre forme de métaphysique qui serait la métaphysique de la préformation, au contraire. Mais il y a déjà une expérience de l'extérieur quand le bébé il sort. Ça c'est. Là, franchement, on sait très bien que on sait très bien qu'on a plus de chances d'avoir un enfant anxieux et malade des nerfs
si la mère a été extrêmement malheureuse, matraquée ou je sais pas quoi, c'est pour ça qu'on encourage les femmes à avoir une grossesse paisible, le plus paisible possible. Donc ça veut bien dire que quelque part, il se passe des choses bien avant la naissance qui sont intériorisées par le sujet. Et je pense que ce moment-là n'existe pas. Je pense que c'est une fiction philosophique, mais que ça ne correspond à rien de réel. Je pense que ce qui va construire ce qui va enclencher le processus de subjectivation, c'est le rapport. J'ai dit à l'autre tout à l'heure, c'est le rapport à l'extérieur, la capacité des stimuli, la capacité de les recevoir, de les intégrer. Il y a encore beaucoup de mystères d'ailleurs autour de tout ça. Et puis progressivement, l'arrivée de cet autre, dont on perçoit très vite qu'il est à la fois objet d'interdit, agent d'interdit, mais aussi agent de satisfaction, de réponse aux besoins, ce qui fait d'ailleurs que les nécessités de la survie ne sont pas vécues de la même façon par chaque sujet, parce que le type de réponse aux besoins, ne serait-ce que physiologiques, va changer avec les cultures, avec les quartiers de la Seine-Saint-Denis, avec les rues de la Seine-Saint-Denis, même avec les familles. Bon, donc voilà. Mais je crois que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression, d'après ce qu'il dit, que ce qu'il décrit là, c'est une structure d'accueil, en quelque sorte, pour permettre... Oui, mais attends, question. Je ne sais pas, mais à quoi ça sert à un matérialiste? En quoi un type qui se sent un petit peu matérialiste quelque part, a-t-il besoin de ce moment pour affermir sa pensée, son matérialisme? Ou est-ce que c'est pas plutôt une pièce rapportée, un machin? Rappelle le moment dont tu parles, c'est... Enfin, je ne dirais pas tout relire, mais c'est page 194. Le corps sujet est alors totale inclusion du corps et du sujet, de la corporéité et de la durée, endogamie de tautologie, huis clos de solipsisme. Il fait, à mon avis, il fait apparaître, mais justement de manière systémique et pas de manière de la subjectivité, comme étant, d'après lui, je crois, le fait, réciproquement que la durée, que la corporéité s'éprouve par sa durée et que la durée s'éprouve par la corporéité. Voilà, donc c'est ce qu'il dit. Non, mais ça, il faudrait l'incarner dans des expériences concrètes. C'est-à-dire le fait que comment un gamin construit son espace, comment un gamin prend conscience de son corps et le situe dans l'espace. Il l'a fait dans la génétique du sujet. D'accord, mais pas là. Mais là, il n'est pas là, je pense, au même niveau. C'est peut-être pour ça qu'effectivement, il se pose mais des c'est questions. quoi l'ontologie? C'est quoi l'ontologie? C'est justement pour un matérialiste, Clouscar en est un. Ouais. Enfin, je m'autorise à le penser. Bon, c'est quoi l'ontologie? À partir du moment où... l'ontologie, par exemple, c'est de se poser la question qu'est-ce que la connaissance, qu'est-ce que les subjectivités? Il ne faut pas... c'est ce qu'ils cherchent à faire, j'ai l'impression, de manière systémique, si tu veux, à les montrer par leur auto-mouvement, auto-développement, un peu comme Hegel, quoi, qui dit que penser le réel selon sa logique. Voilà. Donc, c'est là qu'il se situe. Rappelle-moi ta question. C'est quoi l'ontologie? Eh bien, oui, c'est ça, c'est que se poser cette question-là, plutôt que de la faire dériver de concepts crypto-transcendantaux ou autres, ou même la connaissance, et d'essayer de le développer de manière systémique. Est-ce que c'est plus matérialiste ou est-ce que c'est moins matérialiste que de finalement accepter une idée crypto-transcendantale de certaines notions sans leur donner finalement d'explications génétiques, quoi.
Alors je pense que là, il est à mon avis, un matérialisme fait preuve d'une forme, alors je ne sais pas s'il va jusqu'au bout, mais d'une forme de matérialisme conséquent dans la mesure où il essaye effectivement de donner. C'est pour ça qu'il ne se positionne pas dans ce qu'il fera, enfin avant d'ailleurs, ce qu'il a fait avant, la génétique du sujet, comme le développement, si tu veux, du petit d'homme depuis la matière organique, quoi. Là, le rythme, l'autre, etc., ont leur pleine importance. Là, j'ai l'impression qu'il a décrit avant une espèce de structure d'accueil qui va permettre bien à l'homme, justement, de pouvoir finalement être un être à terme doué de praxis et de possibilité de transformer le monde. Alors, il est dans ces trucs-là, même la finitude et l'intentionnalité, il est aussi là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il les prend pas. Il les prend comme des choses qui sont. Il les prend dans un sens ontologique également, quoi, de comment. Alors, il y aurait comment dire, il y aurait un Kluskar qui. Moi, j'ai pas lu encore le texte dont tu parles, mais il y aurait un Kluskar qui penserait la subjectivité, l'intentionnalité comme le produit d'un développement social, et puis là, on a un autre Kluskar qui, à un niveau plus systémique, alors lequel a raison? Ah ben, il s'articule les deux, quoi. Je pense Comment que les articule? Ah, on est là pour ça, on est là pour ça. Moi aussi, je suis là pour ça. Je veux bien savoir comment tu les articules. Mais c'est ça, il y a un niveau, chez Kluskar, il y a un niveau, on le disait au début, là, ontologique, et un niveau social, si tu veux. Bon, là, effectivement, il y a une articulation. Quand tu es marxiste, je vois pas comment tu peux différencier l'un de l'autre. Comment ? Pour moi, quand tu es marxiste, si tant est qu'on puisse dire qu'on est marxiste, je vois pas comment tu peux différencier l'un de l'autre. Il y en a quand même un qui dérive de l'autre, quand même. Je veux dire, le social, il dérive quand même de l'ontologie, voilà. quelque part. On a trouvé le problème d'Edmond. Non. Voilà, le social dérive de l'ontologie. Voilà. Non, Définition. Par exemple, tu vois la thèse de Fleur Feuerbach. Ah voilà. Alors là, C'est magique. Celle-là, c'est vraiment les déploiements de. C'est anti-Feuerbach. Là, il rejoint son concept. Non, mais voilà. Elle dit quoi? Elle dit que l'homme, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Oui, tout à fait juste. Bah donc c'est l'inverse. Mais donc c'est l'inverse. L'essence de l'homme, c'est les rapports sociaux. Absolument. D'accord? C'est Donc l'ontologie, c'est les rapports sociaux. Absolument. Mais néanmoins, alors je finis mon raisonnement. La thèse 2, néanmoins, elle dit que effectivement toute discussion, voilà, en gros que la praxis c'est la mesure de toute chose. Voilà ce qu'elle dit. Mais néanmoins, l'ensemble des rapports sociaux, ça dérive de quoi? Ça dérive bien d'une praxis au départ. Si tu vas creuser l'ensemble des rapports sociaux, tu vas bien te retrouver sur de la praxis au départ. Sans praxis, pas de rapports sociaux. Non, c'est l'inverse. En fait, si tu étais vraiment marxiste, ce serait plutôt les rapports sociaux qui préexistent à la façon éventuellement dont tu mets en route. C'est plutôt transcendantal, ça. Non, Non, mais il comprend. Moi, je trouve qu'une philosophie de la praxis enfin bon, doit c'est pas ça rendre méchamment. compte Hein, de l'articulation, enfin, doit chercher, rendre compte, une philosophie de la praxis dans son intention, dans sa visée ontologique, si on veut. Alors, ce mot est très piégeux, enfin, dans sa visée ontologique, d'une autre ontologie, pas l'ontologie de la connaissance de l'être en tant qu'être, mais l'ontologie sociale de la sixième thèse sur Feuerbach. Il faut rendre compte de l'articulation et de la persistance du biologique dans le social et de l'articulation du social et du biologique. Voilà. Ça, c'est assez incontournable. C'est-à-dire que si on s'imagine qu'on va pouvoir appliquer les concepts de philosophie de la praxis au comportement cellulaire au premier temps de la constitution du sujet, on risque d'avoir quelques difficultés, je pense. Hein. Bon. Donc il faut rendre compte de ça. Mais voilà, ça s'arrête là. Et ça, ce qui va nous permettre de rendre compte,
c'est l'avancée de la connaissance scientifique. La biologie, c'est le travail d'une psychologie matérialiste sur la construction de la subjectivation, le processus de subjectivation, notamment dans ses tout premiers moments. Voilà, c'est ça. C'est pas une question philosophique pour moi, ça. C'est pas une question philosophique. Au sens où on aurait à construire un système. Tu disais tout à l'heure, Hegel, rendre compte du réel dans sa logique, c'est ça? Oui. Je pense que la logique du réel à ce niveau-là, c'est la science qui la restitue, avec ce qu'elle a de provisoire, mais c'est pas la philosophie. D'ailleurs, c'est une formule hegelienne, c'est pas une formule marxiste. Pour moi, d'ailleurs, je vais te dire, enfin, ça vaut ce que ça vaut, mais définir le réel selon sa logique, pour moi, c'est quasiment le matérialisme. Ben oui, tout à fait. C'est même pas la peine de passer par. C'est pas l'ontologie, c'est pas la philosophie, pour moi, c'est le matérialisme, quoi. Le réel, ça se déploie, puis il faut regarder, puis après, il y a des relations de cause à effet, et puis il faut être matérialiste, quoi. Mais, voilà. Mais qu'est-ce que fait Kluskar sinon ça? Entendu en ce sens-là, je suis d'accord. Voilà. J'ai l'impression que mais c'est pas ce que fait Hegel. Bah non, mais c'est le problème. Moi, je suis pas forcément. Non, mais c'est pas ce que fait Hegel. Hegel, sous prétexte de rendre compte du réel selon sa logique, il écrit une grande logique qui est... Qui consacre l'état rationnel prussien, voilà. Alors, il prétend rendre compte du réel, même de l'histoire totale. Hein, il fait une histoire totale, mais il l'a fait selon une logique. Qui n'est pas la logique du réel, qui est la logique d'un ordre, d'une philosophie, d'une histoire de la pensée. Pas spécialement sur ce sujet-là, mais sur l'articulation biologique et sociale. Je pense que c'est important. Ça veut dire, par exemple, que si on admet qu'il y a non pas une conscience, mais un rapport au réel dans la vie intra-utérine, ça veut dire que, effectivement, quand on avorte, c'est pour ça qu'il ne faut pas avorter à l'humain. Ouais. Le législateur, il a été relativement prudent sur la question, il s'est dit, voilà, il y a un moment où ça commence à déconner notre affaire, et il va falloir, bien sûr, il y a la question de la santé de la mère aussi qui se pose, mais aussi le fait qu'on n'est plus face à un simple processus biologique, mais il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'émergence d'une personne.